Les aléas du direct, la deuxième partie avec des nouveaux invités. Camille d'Hauterib est avec nous. Bonsoir, chère Camille. Vous vous embarquez pour le 4L Trophy avec Jean-Vincent Moulinier. Est-ce que vous avez bien réfléchi? Oui. Vous êtes sûr de vous? Sûr. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Voilà, donc Jean-Vincent Moulinier, c'est à votre droite. Ça se reconnaît à l'autocollant. Voilà, donc ils sont ultra sponsorisés, ils cherchent des sponsors. Et on a également Michel Audran, professeur de biophysique. C'est ça? À l'université de Montpellier, bien sûr. Et on va parler de dopage avec vous. Le dopage, malheureusement, c'est dans l'actualité du sport permanent. D'autant que nous avons un autre professeur en face de vous. Il y aura une compétition de professeurs dans un instant. Ouais, j'ai le droit de Jean me doper. Kahn. J'ai le droit de me doper. Cher Jean Brun, on parle de rugby. On parle de rugby et du retour au top 14 pour le Montpellier Hérault. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de regarder un petit résumé du match face à Agen. C'est parti. Si la gastro-entérite s'est violemment rappelée aux bons souvenirs de Bérard, Amorosino, Fernandez et Beatty, Montpellier a su, une fois encore, composer avec l'imprévu. Démontrant sa capacité à s'adapter, validant le chemin parcouru ces 3 dernières années. Dès la 18e minute, Nangouza se jouait du regroupement, un bon rafut sur Vaca, et le voilà, qui filait à l'essai. Pourtant, le groupe de Galtier semblait avoir du mal avec ce retour au moins reluisant des ouvrages domestiques. Régulièrement pénalisé pour des positions de hors-jeu bonifiées par Barnard, Montpellier quittait finalement Armandier avec 4 points conquis dans la douleur d'un match à l'ancienne, face à des Agenais qui flirtent avec l'abîme de la Pro D2. Au terme d'un match rugueux, le MHR s'impose finalement sur un dernier coup de pied de Bustos Moyano. 9-13, rien de bien réjouissant à retenir, sinon que Montpellier sua pour venir à bout du SUA. Ah oui, ils avaient un peu KO à la fin, hein? Ouais, ça a été compliqué. Ouais, le terrain gras. Terrain gras, une équipe qui lâche rien, donc Montpellier a eu... Ouais, ils ont eu du mal. Mais... À l'ancienne. Au final, à l'ancienne, ils l'ont fait. Et ça montre bien que ce club progresse. Hein. C'est que maintenant, voilà, ils peuvent perdre 4 joueurs juste avant le match et malgré tout s'imposer. Donc c'est bien. Hein. C'est un bon week-end de sport. La gastro, c'était vrai alors. Ah oui, non. Il vérifie ses sources. Hein. Voilà. Surtout les sources de la gastro, effectivement. Faut manger des pruneaux. Nos reporters vérifient leurs sources, ils n'ont peur de rien. Exactement. Qu'est-ce qu'on dit sur les autres résultats? Les autres résultats, c'est que Castres est allé s'incliner à Bayonne largement, 22-12. Perpignan a battu Clermont, c'est ça notre résultat important. A battu, oui, mais si vous voulez, il y a un tel écart. Quand on va venir au classement, on va en reparler. Hein. Perpignan a battu Clermont 26-19. Montpellier, donc, s'est imposé à Agen 13-9. Ouais, mais c'est bien que Perpignan a battu Clermont. Surtout, le Stade français a battu Grenoble 35-6. Toulon continue son bonhomme de chemin. Le Stade français de Grenoble et Perpignan a battu Clermont. Et ça, c'est important. Mais Perpignan a battu Clermont, Pierre-Paul. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Surtout qu'on va jouer contre Clermont en coupe. Voilà le lien. Oui. Voilà, il y en a un qui suit. Le Racing Métro a battu Bordeaux et Toulouse. Le classement, jeune homme. Le classement. Est imposé les moustaches. Montpellier dans le top 14. 4. Eh ben oui, Montpellier dans le top 4. Parce que Grenoble a perdu au Stade français, mon cher ami. Voilà. Parce que pour le reste, vous pouvez regarder, Montpellier 4e avec 45 points, le 3e c'est Clermont, 54 points, il y a 9 points d'écart entre le 4e et le 3e. C'est 2 victoires, 2 défaites d'un côté, 2 victoires de l'autre. Bonifié, vous les passez devant. Fastoche, il n'y a plus qu'à faire, il faut appeler Galtier pour le lui dire. Il n'y a plus qu'à. Non, vous savez qu'on rentre dans cette période un peu bizarre où notre équipe nationale joue en même temps que se joue le championnat de France de rugby. On est les seuls à le faire. Hein. Il n'y a que dans le rugby que ça se fait. La trêve qui n'en est pas une. Trêve internationale qui n'en est pas une. Donc le prochain match de top 14, c'est le 9 février. On recevra Biarritz. Avec qui, je sais pas, parce que il y a quand même 4 joueurs qui sont partis 5 joueurs qui sont partis dans leurs équipes respectives. François Trinduc avec le 15 de France, Ouedraogo avec le 15 de France, mais il est blessé à une cheville. Et puis Narayashvili et Gorgodze avec la Géorgie. Et Beatty avec l'Écosse. Mais ils vont s'en sortir, vous nous l'avez expliqué dans ce reportage. Allez, tout de suite les titres. Marlène, comment allez-vous? Très bien, merci Pierre. Vous nous parlez de la banque. Oui, mais encore. La Banque de France, là où on va quand on est surendetté. La Banque de France... Quand on est surendetté, sinon ça va. Notamment.
Un rassemblement pour protester contre la réorganisation de la Banque de France en province. C'était ce midi à Nîmes. Une trentaine de salariés de l'établissement bancaire et d'élus a manifesté devant le siège nîmois de la Banque de France. Ils craignent un démantèlement du réseau de la Banque de France en province. Dans les succursales de Mende et de Nîmes notamment, l'effectif devrait être réduit jusqu'à 10 agents. Donc actuellement, ils sont 60 à Nîmes et on craint qu'ils soient réduits à 10 agents seulement. Alors c'est notamment tout le rapport avec les entreprises qui est remis en question et qui inquiète beaucoup les salariés et les élus aussi. Et vous reviendrez également dans le journal sur ces manifestations pour le mariage pour tous. Cette fois. Plusieurs milliers de personnes, alors 2000 selon la préfecture, 6000 selon les organisateurs, ont défilé en faveur du mariage pour tous samedi à Nîmes. Une manifestation festive pour soutenir le projet de loi du gouvernement qui sera discuté à partir de demain à l'Assemblée nationale. Un débat qui doit durer 2 semaines. 5000 amendements ont été déposés sur ce texte. Ce soir, les partisans du mariage homosexuel se rassemblent à nouveau au flambeau, cette fois-ci devant la préfecture de l'Hérault à Montpellier. De l'animation et puis les Olympiades des métiers. Eh oui, c'est une grande compétition internationale. Oui, 50 élèves médaillés d'or français vont disputer cette compétition à Leipzig. Ça sera au mois de juillet en Allemagne. Et on va s'intéresser de plus près à Kevin Vogel-Gesang, qui est donc élève au lycée Frédéric Mistral. Sa spécialité, c'est la réfrigération technique. Alors, il a 6 mois pour s'entraîner dur, une véritable préparation olympique qu'il mène au lycée, mais aussi chez des professionnels renommés. Il va notamment travailler dans une patinoire. Bravo. Et du froid à la météo, il n'y a qu'un pas que vous franchissez ardemment. Ah mais ça s'arrange. Il fait plutôt beau demain, seulement quelques passages nuageux sur la région. Et ça se réchauffe un petit peu. Le matin, on attend 5 à 6 degrés. Et l'après-midi, il fera entre 13 et 14 sur le Gard et l'Hérault. Et ça se réchauffe. Oui, ça se réchauffe. Le journal complet, c'est à 19h30. Ouais. À tout à l'heure, Marlène. Merci à vous. On revient au sport avec du handball, cher Jean. Vous voulez qu'on parle handball tout de suite? Ben oui. Ouais. Non. Parlons handball. Oui, si vous voulez. Voilà, faisons pas les choses dans l'ordre. Là, pour le coup, en revanche, les garçons s'étaient arrêtés parce qu'eux, ils avaient les championnats du monde, mais les filles ont joué ce week-end. Les Nîmoises du HBCN recevaient ici Paris. Elles recevaient ici Paris. Elles ont bien montré aux Parisiennes qu'ici, c'est le Gard. Comme dirait Jean-Claude. Puisqu'elles se sont imposées 26-21. Sans trop de difficultés, ça prouve bien que le HBCN... Au début, ça a été un peu difficile, mais bon, la machine s'est mise en route. Le temps de se mettre en route. Mais finalement, le HBCN a un vrai collectif cette année qui peut peut-être le mener à faire des belles choses, notamment en Coupe d'Europe. Mais ça, c'est Christophe Chez qui nous le racontera. Qui nous en dira beaucoup plus. Quand il les accompagnera. 26-21, en tout cas, c'est franchement pas mal du tout. Je vais retrouver mon classement parce qu'on avait parlé volley au début. Mais quand même, même si Metz est toujours en tête avec 36 points. Oui, on va afficher le classement avec les Nîmoises qui sont 4e de ce classement. Et non, il n'y a pas de tableau, je ne sais pas. Mais si, regardez, 4e de ce classement. Metz largement en tête, Fleury, Le Havre. Et Mios qui colle derrière, mais les Nîmoises font un joli parcours cette année, voilà. Et je vous propose d'écouter les réactions au micro d'Alain Bellon. Camille Aiglon notamment. A réussi à mettre une telle intensité défensive qu'à la fin, elles ont, je crois, elles étaient vraiment fatiguées et elles ont manqué de lucidité à vouloir vite revenir au score. Elles ont perdu beaucoup de ballons et je pense que c'est ça qui explique cet écart à la fin. Et nous, je pense qu'on progresse vraiment dans la lucidité justement en fin de match. Et on ne s'est pas précipité, donc je suis vraiment satisfaite du résultat et de la manière. On était mieux préparés qu'elle. Donc on avait 1 heure dans les jambes, ça s'est vu sur le terrain. C'est-à-dire à un moment donné, elles ont lâché prise. Parce que déjà, on a bien défendu, on s'est investi en défense, on a su monter les ballons en deuxième mi-temps. Donc on a été performant, je vais dire, sur nos points forts. Donc à partir de là, ici, il n'y a pas existé, quoi. Il nous reste encore une victoire pour être sûr dans les playoffs. Maintenant, j'espère qu'on va être un peu plus ambitieux et essayer de jouer une meilleure place au classement que la 6e. Voilà les playoffs, puisque le championnat, ça se rejoue à la fin et tout est possible à la fin. Et le prochain match ? Non, ça c'est vous qui l'avez préparé. Le HBCN se déplace à Toulon-Saint-Cyr samedi 2 février. Oh, pour une fois. Pour une fois qu'il l'a préparé, je ne reviens pas. Bravo, cher Jean.
J'espère que vous avez préparé l'interview de Michel Audran, parce que moi, sur le dopage, j'y connais rien, moi. Il n'y a pas de dopage dans le sport, c'est Michel Audran. Qu'est-ce que c'est que cette vue de l'esprit? Bon, à part un peu Lance, mais bon, ça y est, maintenant, il a le cas avoué, unique, certainement. Oui, c'est un peu ce qui se dit dans le cyclisme, d'ailleurs. Maintenant qu'on a vu Lance, c'est ce qu'a déclaré Alberto Contador, d'ailleurs. En gros, maintenant qu'on a attrapé Lance Armstrong, c'est bon, le cyclisme est propre. Tranquille. Non, Michel Audran, ça fait des années qu'il travaille à Montpellier, notamment sur les tests de dépistage de l'EPO, parce que c'est à cette occasion qu'on s'était rencontrés. On en a beaucoup parlé. Pendant des années, on s'est retrouvé confronté à cette molécule, je ne sais pas si c'est bien le terme approprié, mais qui était indétectable. Et puis au final, on se rend compte qu'elle est détectable. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à l'OPO? Lance Armstrong n'était pas le seul à l'utiliser. Non, mais Lance Armstrong est un gars particulièrement intelligent et bien accompagné, qui a su passer aux transfusions sanguines dès que le PO a été détectable. Alors, quand on parle d'une molécule détectable, ça veut dire qu'il existe effectivement un test pour la détecter. Mais un test a toujours des limites et on peut toujours s'arranger pour passer au travers des limites. Il s'agit d'être bien conseillé, ce qui était son cas. Et donc utiliser la transfusion sanguine, utiliser pendant un moment le mélange transfusion sanguine EPO. Vous savez, on se prépare pas le jour on se prépare pour une compétition, on se dope plus rarement le jour de la compétition, ça se passe avant. Et à l'époque, il n'y avait pas de contrôle inopiné. Et donc les cyclistes pouvaient faire... Ça m'embête de parler de cyclistes tout le temps parce que c'est pareil dans tous les sports. Autre chose, Et les sportifs, les tricheurs se préparaient toujours hors compétition. Oui, en fait, ce que vous voulez dire, c'est qu'avant la mise en place du passeport biologique et des contrôles inopinés dans un premier temps, oui. De toute façon, on se faisait contrôler qu'au moment du match. On se faisait contrôler qu'au moment du match. Donc toute la période précédente... Là, c'était la fête, on pouvait faire ce qu'on voulait pour se préparer et être au top au moment précis où il fallait l'être. Vous arrêtez le PO 3 jours avant le début de la compétition, il n'y a plus la molécule dans votre organisme, mais les effets vont durer 2 semaines encore. Donc c'était facile. C'était pas trop difficile. Alors la question qu'on a envie de vous poser, c'est et maintenant? Parce que bon, le PO, ça y est, on le détecte. En plus, donc avec les contrôles inopinés, on est susceptible de les contrôler à tout moment dans l'année. Donc on peut imaginer que les sportifs au moins prudents, qui veulent se doper mais qui sont prudents, vont pas commettre cette erreur-là. Alors c'est quoi maintenant la molécule à la mode en ce moment? La méthode à la mode, c'est quoi? Le PO est toujours à la mode. Parce qu'on sait l'utiliser différemment. Donc il y a des risques de se faire prendre, mais des risques assez minimes. Alors si on veut parler de la molécule à la mode, c'est l'écart. Moi, ça me fait un peu bondir quand je vois écart nouvelle EPO. Simplement, je voudrais, si je peux très rapidement faire une remarque. Le dopage a complètement changé dans les 2 ou 3 dernières années. Si vous voulez, jusqu'à présent, le dopage, ça consistait soit à se faire voler un ordonnancier pour avoir des ordonnances et pour aller dans une pharmacie plus facilement à la frontière espagnole chez nous ou à Ventimille pour obtenir des produits comme l'hormone de croissance, de la testo ou de l'EPO. Maintenant, vous trouvez tout sur Internet. Donc déjà, vous avez pu voler des ordonnanciers ou aller faire le stock dans les hôpitaux, dans les pharmacies des hôpitaux. Et deuxième chose, dès qu'il y a une publication scientifique qui dit que tel produit est efficace chez l'animal, comme il y a des laboratoires, particulièrement en Asie, mais pas seulement en Asie, qui fabriquent des molécules, on les trouve sur Internet. Donc, si vous voulez, il existe maintenant une industrie pour le dopage. Et ça commence à devenir dramatique. Alors, je vais prendre le cas de l'écart. Vous me coupez si je suis trop long, n'hésitez pas. On fera une pause. L'écart, c'est extrêmement efficace chez les souris. OK ? Ça n'a jamais été essayé chez l'homme. En fait, ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que l'écart, c'est une molécule qui a été essayée, je ne sais pas vous dire, il y a peut-être une 20aine d'années, pour le traitement du diabète. Donc, j'ai contacté 2 professeurs, un américain et un anglais, qui l'avaient utilisé pour avoir une idée de cette molécule. Donc, ils n'ont jamais observé d'effet remarquable chez leurs patients, d'une part. Par contre, ils ont arrêté de l'utiliser parce que chez l'homme, c'est une molécule extrêmement toxique. Or, on apprend maintenant que des sportifs se jettent sur cette molécule sans savoir si elle est efficace chez l'homme, sans connaître le degré de toxicité. Et je trouve ça dramatique.
Restez avec nous, on marque une courte pause, on vous retrouve et on vous confrontera aux questions de notre professeur à nous. Attention, hein, là ça va passer au sérieux. À tout de suite.